une réalisation de Studio Machiavel. Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise puis il a fait crack, là. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs puis que ça va peut-être pas lever. Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année. Dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 19e épisode, nous recevons Olivier Laquinte de Talsum, firme conseil spécialisée en transformation digitale en croissance exponentielle. Nous discutons de ses origines du Lac-Saint-Jean, des enjeux des entreprises de services professionnels et l'impact de la transformation numérique. Pour ce faire, voici vos co-hôtes. Hamza Garnati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Laquinte de Talsum, donc une firme de consultation en transformation numérique. Donc, merci Olivier d'être avec nous. Merci de l'invitation, bien content d'être là. Ça fait plaisir. Hamza, merci de te joindre à moi. Merci beaucoup Louis et commençons l'épisode. Ouais, yes, let's go. Mais dans le fond, on commence tout le temps avec une première question brise-glace qu'on aime beaucoup. Donc, on aimerait savoir, Olivier, quel type de pain es-tu? je l'adore vraiment, cette question-là. J'imagine que ça doit changer à travers le temps. En ce moment, je serais fort probablement un pain au raisin. Et la raison est bien simple. J'ai un petit gars de 2 ans. Et c'est toujours moi qui se lève avec lui le matin. Puis on a notre routine. On descend en bas. Il me demande pour un biberon. Et une fois qu'il a fini son biberon, il dit... Est-ce que je peux avoir... Ben là, il dit pas aussi bien que ça, mais il dit... je peux avoir du pain au raisin. Puis là, parce que ça doit faire à peu près 3-4 mois que sa routine, c'est d'avoir une tranche de pain au raisin le matin après son biberon. Et donc, je pense que je serais du pain au raisin. Ça me représente bien en ce moment. En tout cas, le rôle que j'ai pour lui, c'est de donner une tranche de pain au raisin tous les matins. Ben c'est bon. Ça nous introduit un peu l'homme de famille que tu es, les valeurs déjà qu'on voit qui sont importantes pour toi. Puis si tu peux nous parler un petit peu de... Déjà, c'est quoi ton parcours? C'est qui... Olivier Laquinte, là, comment tu t'es rendu jusqu'ici? C'est qui Olivier Laquinte? Je viens de la Rive-Sud. Je suis né sur la Rive-Sud. J'ai fait mes études là. Mon père est haïtien, ma mère est québécoise. Ma mère vient du Lac-Saint-Jean, comme vous me l'avez souligné tantôt. Vous avez vraiment fait des super bonnes recherches. Merci. Donc, je dis souvent que je suis un bleuet au chocolat. Qui est comme un peu... Je suis peut-être pas aussi... là-bas, c'est vraiment une spécialité, mais bon, j'ai peut-être ce volet-là. Et puis, j'ai étudié au HEC. J'ai fait mon bac au HEC en administration. J'ai fait un échange en Finlande. Je suis allé étudier en Finlande pendant ma 2e année. Après mes études, j'ai commencé, je suis allé travailler chez Procter & Gamble. J'ai travaillé pendant 1 an. Avant de revenir à Montréal, de travailler chez CGI pendant 7 ans. Ensuite de ça, je suis allé chez Accenture. À travers tout ça, j'ai eu un premier enfant, une grande fille de 12 ans, avec ma conjointe, avec qui je suis toujours aujourd'hui. Fait qu'on a eu un gros gap. Hein. Souvent, des fois, le monde, ils font comme « wow », une de 12 puis un de 2. Fait qu'on a pris effectivement un bon break entre les deux. Mais c'est beaucoup ça qui, effectivement, m'anime. Là. J'aime beaucoup passer du temps avec ma famille, mais c'est sûr que ma blonde et mes enfants diraient que je passe probablement trop de temps au bureau. C'est clairement mes 2 passions, c'est le travail et c'est la famille. Je trippe vraiment là-dedans, puis je m'accomplis à travers les 2. Mais j'ai appris effectivement avec le temps d'accepter le fait que j'aime beaucoup ça, travailler. Tu sais, des fois, on dirait que c'est moins... on a de la difficulté à se l'avouer. Puis c'est drôle, je suis en train de lire le livre de Red, j'oublie tout le temps son nom, le fondateur de Netflix. Puis... bonne question. Reed, Reed Hastings, je pense. Hein? Ouais, je pense que ça, ouais. Puis au début, il raconte cette anecdote-là qui, à un moment donné, il a accepté qu'effectivement, il aimait ça, passer du temps au travail, puis arrêter de se mentir à lui-même, puis de mentir à ceux qui l'entourent aussi, de dire, ben, tu sais, je fais tout ça pour ma famille. Ouais, je fais tout ça pour ma famille, c'est vrai, mais je le fais aussi pour moi parce que c'est quelque chose qui m'allume, puis que j'aime beaucoup. Donc bref,
bref, c'est ça. Fait que, puis après mon passage chez Accenture, j'ai fondé Talsum, qui à l'époque s'appelait Dextérité. Ça fait maintenant 11 ans, un petit peu plus qu'11 ans là, que l'entreprise existe. OK. Puis le changement de nom, c'était pourquoi? Qu'est-ce qui a mené à... Le changement de nom... En dextérité, il y avait un genre de petit jeu de mots là, qu'on voulait faire. Puis, au début, on voulait pas nécessairement changer le nom. Au début, puis là, c'était à peu près probablement 2 ans, 3 ans après que j'ai démarré l'entreprise. Puis quand je dis on, c'est que j'ai rapidement eu un associé, Éric Dupont, qui s'est joint à moi. Donc, oui, je l'ai parti, mais lui, il est arrivé très tôt. Et donc, vous savez, c'est quoi quand tu démarres une entreprise, là? C'est-à-dire que tu vas travailler avec un graphiste pour te faire un logo, il va t'envoyer des choses, puis là, tu vas dire « Ouais, j'aime moyen ça », tu downloads une licence d'Adobe, puis là, tu changes les trucs. Fait qu'au final, il manque peut-être un genre de la coche, finalement, là, qui donne vraiment une belle image de marque, surtout au fil du temps, parce que tu finis tout le temps par faire des petits ajustements. Et donc, à un moment donné, on s'est dit « Hey, justement, l'image qu'on projette ne représente pas la qualité du travail qu'on fait chez nos clients. » On s'est dit, on va essayer d'uniformiser tout ça. Puis à travers ce processus-là, on s'est dit, on va travailler avec une firme de marketing qui va nous aider puis qui va nous accompagner pendant les prochaines années. Et à travers cet exercice-là, la firme de marketing a dit, votre nom. Il veut dire quoi, puis seriez-vous ouvert à le changer? Et puis, on était effectivement ouvert à le changer. Dextérité, il y avait plusieurs problèmes avec le nom. Premièrement, le jeu de mots, c'est pas tout le monde qui le pognait. En anglais, ça se dit pas vraiment. C'est Dexter IT, Dexterit. À l'époque, il y avait la série Dexter. Fait que là, on se faisait tout le temps dire « Ah oui, we killed the competition ». Mais là, une fois que tu l'as dit une fois, 2 fois, c'est beau, là. Et puis, dans les conférences, c'était toujours mal écrit. Fait que, bref, il y avait vraiment plusieurs problèmes. Puis l'autre problème, c'était qu'il y avait le mot IT dans le nom. Et bien qu'on travaillait, puis à l'époque, c'était vraiment, on offrait des services de gestion de projet en technologie, mais le fait qu'il y ait IT dans le nom nous cantonnait à la fonction technologique dans les organisations, puis ne nous permettait pas de venir faire évoluer notre offre, parce que sinon, je veux dire, si tu travailles en finance ou en production ou en marketing, supply chain, tu travailles avec Dextérité, pourquoi? Là, eux autres, ils font de la techno. Donc, on a voulu aller chercher un nom qui nous permettrait de faire évoluer la compagnie tout en étant en phase avec nos valeurs. Fait que c'est pour ça que Talsum est arrivé. Talsum qui veut dire la somme des talents, qui venait... qui était très proche justement de ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'on travaille en équipe. On travaille en équipe pas juste avec les gens qui font partie de Talsum, mais un projet, ça se fait aussi avec les talents du client. Tu ne pourras jamais arriver à faire une transformation seule comme une compagnie de consultation. Il faut que tu travailles de main dans la main avec ton client. Puis, non seulement ça, mais souvent, les clients, ils ont beaucoup des réponses. Notre rôle va beaucoup d'agir comme catalyseur, comme sounding board, arriver avec une opinion, oui, experte et extérieure à ce qu'ils font, mais ça se fait vraiment ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à changer de nom. Puis, c'est là qu'après ça, on a ajouté notre offre de stratégie. Après ça, on a ajouté notre offre d'innovation. Donc, ça nous a réellement permis, ça nous a réellement donné la latitude pour être capable de faire évoluer notre offre puis qu'on fait encore évoluer aujourd'hui. Non, définitivement. Et en fait, je vais faire une petite anecdote parce que, en fait, nous, on a connu Talsum, je pense que c'était à C2 Montréal en 2018 ou 2019. Ouais. Et en fait, on était complètement inconnus, pour être honnête avec toi. Et on voyait le branding, on voyait les personnes, et je ne savais même pas si c'était la consultation, mais je savais juste que c'était vibrant, c'était humain. Et après, en faisant justement mes recherches et en voyant votre culture d'entreprise remplie de valeurs, exemple, vous faites des vacances aussi illimitées à vos talents, ce qui est la première fois que j'ai vu ça. Comment vous avez pu créer cette culture d'entreprise qui est axée sur l'humain afin que justement que vos mandats, votre organisation a réellement un sens? Je pense que c'est un effort, c'est un effort constant. Puis je pense que moi, à mon sens, on est toujours en train d'y travailler. Il n'y a pas de recette magique. Et c'est probablement la chose la plus dure à faire, puis sur laquelle on doit constamment avoir l'humilité de se regarder en face, puis de se dire, est-ce qu'on... on dit souvent, est-ce que les bottines suivent les babines? Donc, est-ce qu'on fait vraiment ce qu'on dit qu'on veut faire?
Et donc, il y a une constante remise en question. Il faut constamment se remettre en question, constamment se dire, et il faut accepter ce que les gens nous renvoient. Il y a des choses, il y a du feedback des fois qui n'est pas le fun à entendre, mais il faut l'accepter, puis il faut se dire, OK, comment est-ce qu'on veut s'ajuster? Et est-ce qu'on veut s'ajuster aussi? C'est ça, il y a un équilibre qui est assez... qui est difficile à aller chercher, c'est-à-dire tu ne peux pas être tout pour tout le monde comme entreprise. Tu veux offrir une expérience employée, puis avoir une marque employeur, puis avoir des cultures qui est forte, qui te ressemble, qui vont répondre aux besoins des gens, mais en même temps, il faut être capable de définir c'est quoi peut-être pas le mot carré de sable, mais c'est quoi effectivement que nous, on veut offrir comme entreprise. Fait que je pense pas que je vais jamais pouvoir être capable de me péter les bretelles puis dire « Hey, OK, that's it, c'est fait, puis on a une culture qui est sharp. » C'est constamment en travail. Pour moi, c'est un travail justement qui est infini, une remise en question qui est perpétuelle pour être en mesure d'être vrai puis d'être authentique. Non, mais justement, c'est que tu dois être constamment à l'écoute justement de tes talents. Exemple, c'est une phrase que tu avais mentionnée, que c'était vraiment intéressant, c'est que tu recrutes les talents pas pour une fonction, mais juste que tu vois un candidat qui a un talent, qui a un potentiel, et on va t'intégrer dans notre culture, dans notre équipe. Et après, on va adapter, nous, notre organisation, à maximiser le potentiel du talent. Et pas le contraire. Parce que c'est le talent qui doit s'adapter à une fonction. Et comment, justement, vous êtes à l'écoute autant de vos talents? Ben, on a fait plusieurs exercices dans les dernières années pour essayer justement de comprendre c'était quoi les besoins des gens dans l'organisation, puis comment est-ce qu'on était capable d'y répondre à ces besoins-là. Donc, c'est vraiment d'ouvrir la porte, dans le fond, puis d'essayer d'être le plus d'être le plus à l'écoute, d'être le plus proactif, d'être le plus réactif possible aussi. Mais comme je dis, c'est vraiment ce qui est difficile là-dedans, c'est que en fait, une compagnie, ça change, puis les gens changent aussi. Et donc, c'est notamment dans ce sens-là que c'est un travail qui est infini. Parce que quelqu'un qui arrive, si on veut, qui va avoir, quel que soit l'âge que la personne va avoir quand elle arrive dans l'organisation, 3, 4, 5 ans plus tard, cette personne-là, elle a changé. Elle a des nouveaux besoins. Et c'est vrai aussi pour la compagnie. Une compagnie qui a 11 ans d'existence, c'est pas une compagnie qui est vieille. C'est une compagnie c'est plus un start-up, mais c'est pas une compagnie qui est vieille. C'est encore une compagnie qui se transforme, qui change, dont les besoins changent, que les attentes des clients changent aussi. Fait que c'est vraiment d'essayer d'aller trouver cet équilibre-là entre les besoins des gens, les besoins de la compagnie, puis les besoins des clients. Puis c'est dans ce sens-là qu'on essaye vraiment d'y travailler tout le temps. On utilise les outils Office Vibe, on parle avec le monde, puis on essaie de trouver notre personnalité à travers tout ça. Oui, mais c'est que les talents, leur personnalité forme la personnalité de votre organisation. À la fin, c'est que vous voulez aussi que vos talents soient un peu une forme d'ambassadeur à l'externe, comme un peu des talsomiens, je pense que comme vous l'aimez ça l'appeler. Là. Donc, c'est ça qui est cool. Puis je sais pas, exemple, Louis, toi, dans ton expérience, exemple avec la BDC, est-ce qu'il y a aussi cette implication à des ambassadeurs aussi à l'externe, justement, de lieu auquel tu travailles? Je pense que oui. Puis d'ailleurs, ça se reflète aussi dans notre présence, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je pense que dernièrement, on avait reçu un rapport sur quoi on était dans, au moins le domaine bancaire, les employés qui étaient le plus actifs sur les réseaux sociaux. Puis je pense que ça fait toute la différence parce que c'est souvent un enjeu. Tu veux dépenser de l'argent pour avoir le meilleur marketing, tout ça. Mais ton meilleur marketing, c'est tes employés. C'est les gens qui parlent de toi, c'est les gens qui... Puis d'ailleurs, les réseaux sociaux aussi récompensent le fait que ce soit des personnes plutôt que des entreprises. Là. Ça, c'est tout un autre cheminement aussi, mais définitivement, ça fait toute la différence. Puis d'ailleurs, je profite de mon temps de parole pour faire un petit pont aussi. Je voulais parler un peu de ta transition avec la pandémie. Genre, quand la pandémie a frappé, je pense que ça fait un gros coup à Talsum. Puis on a eu la chance de te recevoir justement à BDC. Puis tu parlais de l'importance d'un gros client. Comment vous avez réussi à passer à travers ça puis rester fort là, pendant la pandémie? Ah, ben c'est sûr que la pandémie, ça a été difficile. J'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi, là, le comité exécutif
qu'on est vraiment tissé serré. Puis donc, dès le départ, au niveau de la pandémie, on a vraiment travaillé ensemble à essayer de trouver les bonnes manières de faire. On a pris rapidement, on a pris des décisions qui ont été rapides au départ. On a voulu... En fait, l'objectif qu'on avait quand la pandémie est arrivée, c'est de se dire, OK, ça va être un moment difficile à passer. Une des particularités de cette crise-là, c'est que ce moment-là, on ne savait pas combien de temps ça durait. On n'est pas encore sorti de la pandémie, malheureusement. Mais on s'est dit, on voudrait être dans une position qui va faire en sorte qu'on va être capable de capitaliser sur les opportunités qui vont se présenter à nous après la pandémie. Et donc, c'est vraiment ça qui a guidé les décisions qu'on a prises. Puis, on s'est dit, pour être en mesure d'y arriver, il va falloir que notre tête soit au bon endroit, que chacun, on se donne notre carré de sable et qu'on se fasse confiance les uns les autres. Puis ça a été un des changements fondamentaux. Je pense que la crise a forcé des décisions que je savais que je devais prendre, mais que je ne prenais pas nécessairement. Mais là, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix de le faire. Et ça a été une des choses que j'ai fait très, très, très rapidement. Donc, de revenir camper certains rôles, certaines responsabilités, moi-même de laisser aller certaines choses que je faisais à l'intérieur de la compagnie, parce que, bien que j'aimais ça les faire, ça venait me prendre du temps qui venait peut-être me défocusser de ce que je considérais qui était les attentes de l'ensemble de l'équipe envers moi pendant cette période de crise-là. Donc, on a pris ces décisions-là. J'ai pris ces décisions-là et ça nous a permis de for good or bad, là, puis ça a été une période difficile. Je pense que ça a été une période difficile humainement pour moi, mais pour plusieurs membres de l'équipe. Ça a été une période d'incertitude, une période de changement, mais qui nous ont rendus, par contre, plus forts en tant que compagnie en bout de ligne. Mm-hmm. Mais c'est aussi avec votre offre de service, c'est que ça a accéléré évidemment la transformation numérique justement du Québec en général. Donc, par rapport justement en étant une firme de services conseil, comment vous avez la capacité à cartographier justement les besoins de transformation numérique de la part justement de PME ou d'entreprises québécoises qui sont actuelles ou qui seront dans le futur ou qui ne sont même pas conscients qu'ils auront ces besoins-là? Nous, on fait beaucoup de travail. De recherche, en fait. Donc, on a nos équipes, notamment notre équipe de marketing aussi fait beaucoup, beaucoup de recherche pour être en mesure de comprendre c'est quoi les différents trends, puis ça va être quoi les besoins ou les éléments déclencheurs des transformations dans les prochains mois puis dans les prochaines années. T'sais, un de mes combats personnels, si on veut, c'est de faire comprendre et de répéter, en fait, ad nauseam que la transformation numérique, c'est pas une fin en soi. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui est un peu dommage dans le discours populaire, si on veut, c'est qu'on se dit tout le temps « il faut faire une transformation numérique ». Puis moi, ça vient toujours un peu m'agresser parce que faire une transformation numérique, ça veut rien dire. La technologie, la transformation numérique, c'est un moyen que les entreprises doivent se donner pour être en mesure de mieux répondre aux besoins de leur environnement. Et donc, puis des forces qui vont venir les frapper. Puis quand on réussit, quand on se met dans ce mindset-là, bien là, la transformation numérique, ça devient différent. Tu sais, dans les dernières années, puis encore aujourd'hui, la raison pour laquelle les entreprises devaient se transformer, c'était pour offrir une expérience au consommateur final. Puis ça, que tu sois un détaillant ou que tu fasses partie de la chaîne d'approvisionnement, l'objectif, c'était comment est-ce qu'on est capable de faire vivre une expérience, si on veut, extraordinaire à nous qui sommes des clients. À mesure que le temps a avancé, on a aussi réalisé qu'il fallait aussi faire vivre une expérience à ses employés. Donc, il faut que tu fasses vivre une expérience à tes employés, il faut que tu fasses vivre une expérience à tes clients. Donc, il y a beaucoup des transformations qui avaient cet objectif-là. Dans les prochaines années, on pense que
le gros élément déclencheur des transformations numériques va être la lutte au changement climatique. C'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de pression qui va se mettre sur les organisations pour venir changer et venir s'inscrire dans l'économie circulaire et de réduire leur empreinte de carbone. Et pour faire ça, ben, il va y avoir énormément de changements de changement de processus, de changement de technologie, de changement de culture qui va devoir s'opérer dans les organisations. Et donc, pour répondre à ta question, c'est ça qu'on fait. C'est qu'on essaye de se dire, ben, OK, en regardant les trends, en regardant les mouvements socio-économiques, ben, ça va être quoi les grandes transformations qui vont venir frapper les organisations? Et donc, comment est-ce qu'elles vont devoir s'adapter à tout ça? Dans le fond, toute l'urgence des changements climatiques, la réalité, tu penses que la pandémie l'a peut-être mis un petit peu on hold, mais ça va revenir dans les priorités full pin une fois qu'on va être retourné à la normale. Ben, je pense qu'on le voit notamment par rapport à tous les programmes que les gouvernements ont mis en place. Mais effectivement, les grands accords, l'accord de Paris, les Sustainable Goals de l'ONU, il y a des échéances en 2030, en 2035, en 2050. Et donc ça, c'est demain matin. Donc effectivement, la pandémie, c'est une force qui a eu une influence sur nos organisations, mais c'est temporaire. Il va y avoir des transformations de fond, mais ça va se terminer. Mais les changements climatiques, c'est la grande menace qui nous menace tous, finalement. Là. Et je devine qu'étant B Corp, est-ce que vous aidez à partir de votre expérience à, exemple, aider des entreprises à justement devenir plus responsables, plus conscientes aussi au niveau environnemental? Est-ce qu'il y a aussi ce volet-là aussi que vous... ça, c'est un volet sur lequel ça fait un petit peu plus qu'un an, puis là, je ne sais pas quand est-ce que l'épisode va être diffusé, mais le 22 avril, demain c'est le jour de la Terre, et on va lancer un livre blanc qu'on a rédigé sur l'économie circulaire, puis sur la place de la technologie, malheureusement, non seulement dans la lutte au changement climatique, mais comme élément polluant. La technologie pollue énormément, donc c'est à la fois, ça fait partie de la solution, mais ça fait aussi partie du problème. Et donc, on a un livre blanc qui va sortir là-dessus. Et donc, ça fait à peu près 1 an et demi maintenant qu'on réfléchit à comment on va intégrer ces notions-là dans nos approches puis dans nos interventions pour effectivement emmener nos clients à y réfléchir, les accompagner. En fait, je pense qu'on est encore beaucoup au niveau de la sensibilisation. Donc, comment est-ce qu'on va sensibiliser les gens à l'importance de penser à ces éléments-là dans leur transformation? Et ensuite de ça, dans un deuxième temps, comment est-ce qu'on va aider les organisations à faire le virage d'une économie linéaire à une économie circulaire, puis à faire différents investissements qui vont venir réduire leur empreinte carbone. 100%. OK, super. Puis dans le fond, je pense que je profiterai de ce moment pour passer à la section l'argent du beurre. On a pas mal couvert comment tu gagnes ton pain, tout ça. Puis j'entrais en parlant en 2020, tu es le porte-parole du RFSPI, qui est le regroupement des firmes de services professionnels indépendants. Bravo. Ouais, Bravo de l'avoir. Un peu saccadé, mais je suis arrivé. Mais dans le fond, comment tu es arrivé à partir de ce mouvement-là? C'est quoi exactement le mouvement RFSPI? Ben, le mouvement est très associé à la crise, à la pandémie, mais dans les faits, les membres du comité de pilotage et moi, on a eu l'idée, en fait, quelques mois avant. Puis c'est au fil des discussions qu'on a réalisé, en discutant donc les uns avec les autres, qu'il y avait beaucoup d'enjeux au niveau du passage de flambeau dans les entreprises de services professionnels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de firmes qui sont capables de survivre à leur fondateur ou à leur fondatrice. T'sais, souvent, les entreprises vont soit peut-être juste arrêter leurs activités ou sinon vont souvent être vendues à des plus grands groupes puis vont un petit peu disparaître. Et on trouvait ça dommage. Puis à l'autre bout du spectre, les entreprises de services professionnels, c'est aussi des entreprises qui c'est assez difficile de scaler parce qu'il n'y a pas nécessairement de programme, il n'y a pas une culture d'affaires qui va venir aider les entreprises à grandir. Donc, on a vu là une opportunité de structurer, en fait, notre industrie puis de venir valoriser l'entrepreneuriat
dans le contexte des services professionnels. Souvent, quand on va rencontrer un dirigeant ou quand moi, mettons, je vais rencontrer quelqu'un, les gens vont avoir le réflexe de voir peut-être davantage le consultant que l'entrepreneur en arrière. Mais aujourd'hui, si on regarde ma semaine je passe probablement plus de temps comme dirigeant d'entreprise, comme entrepreneur, que comme consultant. Et c'est donc l'objectif, en fait, qu'on a à plus long terme, c'est de valoriser l'entrepreneuriat dans le contexte des services professionnels et, à travers ça, de structurer notre industrie. Je pense que c'est une industrie qui est super belle. C'est une industrie qui génère aujourd'hui 6% du PIB, qui a plusieurs centaines de milliers d'emplois. Puis souvent, on parle des fameux emplois bien payés, les objectifs que le premier ministre a, puis que le ministre de l'Économie a. Bien, ce sont en fait aussi des emplois les emplois qui sont générés par l'industrie font partie des emplois bien payés. Et c'est hyper important. Je pense que les entreprises de services professionnels, c'est un maillon important de la chaîne de l'économie. Non seulement parce que à travers ce qu'on fait, on aide les entreprises à se transformer, mais il y a un élément qu'il faut aussi comme accepter, puis nous-mêmes, on doit l'accepter, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos entreprises, qui vont faire quelques années, puis qui, après ça, vont aller travailler en industrie, qui vont aller travailler chez nos clients. C'est pas nécessairement le fun, ça met beaucoup de pression, surtout dans des contextes de pénurie de main-d'œuvre, mais ça fait partie de la chaîne. Donc, on est là les uns les autres pour s'entraider. Et je pense que c'est dans ce contexte-là, et puis moi, c'est ça qui m'anime là, dans le regroupement. Oui, il y a évidemment le volet achat local, puis de faire en sorte que les entreprises, le marché public vont rechercher et ils vont vouloir faire affaire avec des entreprises qui sont locales, qui sont ici, mais de donner ces lettres de noblesse à cette industrie-là, pour moi, ça m'anime vraiment, vraiment beaucoup. Ah, et clairement, on le voit, justement, quand tu mets tes émotions par rapport à ça. Et justement, ce regroupement transversal, il est financé notamment par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Non. Pas financé, donc il est... peut-être que je me trompe, est-ce qu'il est en collaboration d'une façon ou d'une autre? OK, complètement indépendant. Oui, complètement indépendant. En ce moment, c'est un regroupement dans sa forme le plus pure. Là, c'est vraiment on est plus de 250, mais c'est chaque personne qui met l'épaule à la roue puis qui fait avancer les choses. Fait que, puis on a eu des très belles réalisations, je pense, dans la dernière année, notamment d'être capable d'aller regrouper 250 personnes puis de faire en sorte qu'on se parle puis qu'on s'entraide les uns les autres. Puis on voit que la reconnaissance au niveau gouvernemental commence à arriver. On a des discussions avec le ministère, on a des discussions avec l'Investissement Québec. Fait qu'il y avait un gros déficit, si on veut, à remplir, mais on est en train de le faire. Mais c'est bon parce que moi, mon erreur que j'ai faite, ça a posé peut-être une meilleure question, c'est justement tous les mouvements de richesse collective du Québec, notamment, exemple, le panier bleu, justement, d'autres grappes de soutien, justement, qui a été fait ici au Québec au cours des derniers mois. De ta perspective, est-ce que tu penses qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on en fait assez, justement, à aider, justement, nos entrepreneurs ici au Québec? Oui, je pense qu'on en fait beaucoup, puis c'est une question qui est super intéressante parce que vendredi dernier, j'ai assisté, puis là, moi, je suis vraiment pourri avec les acronymes puis les groupes, mais j'ai assisté. Tu as choisi le plus long, en plus, pour... un organisme qui regarde, vous pourrez peut-être le regarder au montage, là, puis venir me donner un coup de main. C'est bon. Mais donc, qui fait des études, justement, sur les PME et sur l'entrepreneuriat. Puis il y a des chercheurs qui ont déposé une analyse si on veut, de l'esprit entrepreneurial au Québec. Et ce que ça a démontré, c'est qu'il y a beaucoup d'aide, puis j'aimais beaucoup la manière dont il présentait l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il parlait d'entrepreneurs en démarrage et d'entrepreneurs établis. Puis, il mettait une barre aussi, une frontière en se disant un entrepreneur en démarrage ou une entrepreneur en démarrage, c'est quelqu'un qui a une entreprise qui va avoir donné des salaires pendant moins de 42 mois. Et donc, tu fais le passage d'entrepreneur à établi après 42 mois. Donc, si tu as ton entreprise puis tu as eu des employés pendant 42 mois, tu deviens un entrepreneur établi. Et ce que leur étude a démontré, c'est qu'il y a beaucoup d'aide qui est faite au niveau du start-up des entreprises, mais la vallée de la mort, parce que là, il comparait avec différentes régions dans le monde puis au Canada, et ce qu'on voit, c'est que l'entrepreneuriat se porte très bien au Québec
pour tout ce qui est le volet startup. Là où on voit qu'il y a une diminution, en fait, on a un déficit, mais qu'il y a une diminution aussi des entrepreneurs, c'est au niveau des entrepreneurs établis. Donc, ceux qui réussissent à passer le cap des 42 mois. Donc, je pense que l'écosystème et le support qu'on donne aux startups est là, est bon. Il y a énormément de ressources, autant financières que d'accompagnement, puis ça, c'est super important. Mais je pense qu'on devrait donner un petit peu plus de support au niveau de ces entreprises-là, ou la fameuse vallée de la mort, entre 3, 5, 6 ans. Là, là, c'est pas tant des ressources financières qu'il faut donner, c'est davantage, justement, un encadrement, un accès à des mentors, un accès à des coachs, parce que la game, elle change, si on veut. Quand tu arrives dans cette vase-là, là, tu as un historique. Donc, et là, ben, c'est justement, tu vas commencer à avoir davantage d'employés, tu vas commencer à avoir davantage de clients. Et ça, c'est un apprentissage qui est dur. Et je pense qu'en tant que société, on aurait avantage à mettre un petit peu plus d'emphase sur ces entreprises-là, sur cette phase-là, en fait, de l'entrepreneuriat. Puis c'est un peu selon ces critères-là que vous choisissez les compagnies qui sont dans la RFSPI. Comment ça fonctionne pour, mettons, le rejoindre? Ben, en fait, c'est pas selon ces critères-là. On regarde 3 choses, en fait, pour le RFSPI. C'est le nombre d'employés. Donc, on regarde, dans ce sens-là, c'est un peu ça, là. On regarde, on va demander aux entreprises qui ont un minimum de 10 employés. Évidemment, on va leur demander que leurs principaux revenus proviennent des services professionnels. Et on va demander que l'actionnariat soit à 51% au moins local et qu'il ne soit pas soumis au dictat, si on veut, d'un siège social extérieur. Parce que, bon, dans le contexte, il peut y avoir des sociétés en non collectif. Donc, l'ensemble de l'actionnariat est local, mais dans les faits, tu es soumis aux décisions d'un siège social externe. Puis, la raison pour laquelle on l'a mis à 10%, pas à 10%, mais à 10 employés, c'est effectivement pour le volet entrepreneurial. On n'a rien contre les startups, au contraire. On n'a rien contre les travailleurs autonomes, au contraire. Ça fait partie... Quelqu'un qui veut être travailleur autonome, grand bien lui fasse. C'est parfait, c'est un mode de travail. Mais nous, ce qu'on voulait vraiment... Là où on voulait mettre l'emphase, c'est sur l'entrepreneuriat. C'est pas la même dynamique quand tu as un payroll, quand tu as des gens, parce que tu as une responsabilité qui est supplémentaire. Et effectivement, c'est là que ça rejoint ce que tu disais. Donc, le fait qu'on ait mis un peu la barre à 10 employés fait en sorte qu'il y a un écosystème qui est là pour supporter les startups, les entreprises en démarrage. Nous, le volet est davantage, effectivement, pour regarder au niveau de l'entrepreneuriat établi. Fait que finalement, oui, tu avais raison. Tant mieux, tant mieux. Puis dans le fond, il y a aussi, vous donnez les moyens de vos ambitions. Vous avez comme l'ambition de changer un peu la marque. Tout récemment, vous avez changé le nom, tout ça. Tu peux m'en parler un petit peu? Oui, ben on a lancé la marque Service professionnel d'ici. C'est un peu dans l'idée ou dans le rêve ou dans l'ambition d'avoir une appellation, finalement, et puis faire en sorte que les gens, autant, en fait, que ce soit les donneurs d'ordre de nos clients, qu'ils soient privés, publics, les autres entreprises du secteur, les gens qui voudraient travailler dans nos organisations, bien, sont capables de reconnaître et de voir, hey, cette entreprise-là, c'est une entreprise locale. Donc, c'est dans cet objectif-là qu'on a lancé cette nouvelle appellation-là, ce nouveau logo-là, Service professionnel d'ici. Puis, évidemment, mon rêve, c'est qu'il soit le plus recherché possible par toutes ces parties prenantes-là que je viens de nommer, puis que ça vienne générer aussi des opportunités de partenariat, des opportunités de collaboration. Je pense que c'est une très grosse opportunité qui est là, qui est latente, en fait, c'est une force latente. C'est comment nos entreprises peuvent travailler les unes avec les autres pour aller chercher des mandats qui sont plus gros, puis pour aider encore plus nos clients puis les entreprises des autres secteurs à se transformer. Mm-hmm. Et je veux profiter aussi de cette occasion-là pour revenir un peu plus sur Talsum, mais aussi comment vous pensez. Notamment, sur Talsum, le design thinking est extrêmement important, mais vous êtes rempli de valeurs. Et un des points vraiment intéressants, c'est que vous appliquez vos notions de design thinking aussi sur les enjeux sociétaux. Et notamment, un qui a été fait en 2020, c'était justement le Design Thinking Jam, qui a été fait en collaboration avec la Jeune Chambre du commerce de Montréal, le groupe 3737 et la Maison d'Haïti. Et ça a quand même eu un énorme impact en termes de
et penser sur des nouvelles discussions par rapport au racisme systémique. Donc, peux-tu parler justement de l'importance de penser à ces questions-là et vraiment de émettre des nouvelles sujets de questionnement, émettre des nouvelles opportunités de pistes de solutions, etc. C'est quoi le processus? Ben, c'est sûr que, tu sais, nous, notre mission, c'est de créer un impact positif à travers les gens, l'innovation puis la technologie. Puis, je pense que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Puis, je pense que chaque personne qui est chez Talsum, ça leur tient aussi à cœur. Puis, le Design Thinking Jam, c'est l'objectif principal, justement, c'est de créer cet impact-là positif. Et, en fait, et juste là pour expliquer un peu, c'est qu'à chaque année, on va accompagner un organisme à travers un défi de transformation. La première année, on l'avait fait avec l'itinéraire. On les a aidés à développer, à réfléchir puis à développer une solution de paiement numérique pour que leur camelot puisse l'utiliser. La deuxième année, on a travaillé avec Tel Jeune pour qu'ils développent un nouvel atelier pour mieux connecter avec les jeunes, justement, dans un mode qui est numérique. Et cette année, c'est un peu spécial à cause de la pandémie. Donc, au lieu d'aller identifier un organisme, on s'est effectivement attaqué à une cause qui est le racisme systémique. Et c'est moi, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai découvert le design thinking, quand j'ai découvert l'innovation, c'est là que j'ai découvert la force, justement, des valeurs, en fait, qui sont en arrière du design thinking. Mm-hmm. C'est-à-dire, évidemment, l'empathie, d'accepter l'ambiguïté, la diversité, puis la diversité, puis de faire en sorte que différentes personnes travaillent ensemble. Ouais. Et je trouve ça tellement fort et je trouve ça tellement extraordinaire ce qui ressort à chaque fois qu'on rentre dans un exercice comme celui-là, dans lequel on va travailler sur une problématique, qu'on va emmener des gens qui vont avoir des backgrounds différents, qui vont avoir des histoires différentes, qui vont évidemment avoir des opinions différentes, et de voir les solutions que ça va apporter, qui sont souvent diamétralement opposées que ce qu'on aurait pu penser avoir comme résultat au début. C'est vraiment quelque chose qui m'impressionne à chaque fois. Dans le cadre du racisme systémique, on a pris, évidemment, une attention particulière à s'assurer qu'on aurait dans les gens, parce qu'on a eu finalement un groupe d'à peu près une centaine de personnes, on voulait s'assurer d'avoir une représentativité, donc d'avoir des gens qui venaient des minorités visibles, d'avoir des gens qui étaient caucasiens, d'avoir donc toute cette représentativité-là. On a pris beaucoup de temps avant l'événement pour aller identifier les personas. On a travaillé, tu l'as dit, avec la Jeune Chambre de commerce, avec le groupe 3737, avec la Maison d'Haïti, pour s'assurer qu'on avait vraiment la bonne vision et qu'on poserait le problème de la bonne manière, sans préjugés et surtout sans filtre. Et c'est là que ça a donné une solution qui est challengeante à mettre en place parce qu'habituellement, quand on fait le jam, on le fait pour un organisme qui va prendre la solution puis qui, après ça, va travailler à la mettre en place. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur une cause. Donc, c'est nous qui devons un peu la faire cheminer, mais on a dans les mains une solution qui va pouvoir être appliquée par des entreprises qui, oui, veulent s'attaquer au racisme systémique, mais qui, de manière plus large, en fait, veulent devenir plus inclusives plus inclusives. Donc, c'est vraiment super intéressant. Fait que là, on est en train de travailler avec différents paliers de gouvernement pour essayer de voir comment est-ce qu'on est capable de s'assurer que cette solution-là qui a été définie va peut-être devenir c'est peut-être un peu notre rêve, va devenir pas une certification, mais un cheminement reconnu. Mm-hmm. On est en train d'essayer de travailler, de discuter avec B Corp pour voir est-ce que ça pourrait pas être inclus dans le B Impact Assessment. Parce qu'au final, ce qui est ressorti comme solution, c'est qu'il existe déjà plein de solutions, plein de programmes pour s'attaquer à la multiculturalité, à la diversité, puis au racisme systémique. Et donc, l'opportunité qui a été identifiée par l'ensemble des gens qui ont participé au Jam, c'est de créer en fait un parcours.
Parce que oui, il y a des solutions qui existent, mais si moi, en tant que dirigeant d'entreprise, je veux m'attaquer à cette problématique-là dans mon organisation, c'est quoi le chemin que je dois prendre? Tu sais, on entend souvent parler de anonymiser des CV. OK, c'est parfait, mais anonymiser des CV n'est peut-être pas la première étape à faire. Il y a une étape de sensibilisation, il peut y avoir de la formation qui doit être donnée pour préparer mon organisation à prendre une telle action. Et donc, c'est ce parcours-là qui a été défini, qui est ressorti du JAM et qui peut être emprunté par les organisations pour dire, de manière structurée, voici ce que je vais faire pour m'attaquer à cette problématique-là. OK, c'est intéressant. Puis, plus par rapport à la question de la mise en avant de l'entrepreneur noir qui est devenu vraiment une priorité pour plusieurs organisations en 2020, est-ce que tu vois aussi un côté plus négatif où il y a la même question, je pense, qui se pose pour l'entrepreneuriat féminin où on commence à mettre de l'avant, on commence à créer une catégorie séparée pour des entrepreneurs qui, au final, ont autant à avoir une place dans la sphère. Est-ce qu'on les isole puis ça a un effet aussi négatif par rapport à ça? Est-ce que tu vois ça comme un enjeu de mettre pas un target, mais une étiquette? Une étiquette, ça peut être bon, mais ça peut être aussi mauvais. Oui, mais je pense pas qu'on est rendu. Effectivement, il peut y avoir une genre de... En économie, c'est l'externalité négative, là. Ouais. Mais je pense pas qu'on en est là. Je pense que autant au niveau de l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat, effectivement, au niveau des minorités visibles, je pense pas qu'on est rendu là. Je pense qu'il faut continuer. Et je pense qu'il va toujours falloir être vigilant quelque part, parce que c'est facile de revenir aux anciennes manières de faire. Si on le voit par rapport à l'impact, la pandémie, on le voit, a eu beaucoup plus d'impact sur les travailleurs féminins, sur les femmes que sur les hommes. Donc, donc je pense qu'il faut continuer, puis on est loin d'arriver à avoir justement un impact négatif parce qu'on va vouloir mettre de l'avant certains groupes. Tu sais, les challenges, ils sont grands. Je pense qu'ils sont très grands pour les minorités visibles pour se lancer en affaires. Tu sais, se lancer en affaires puis opérer, c'est toute une... En tout cas, à mon sens, il y a un gros volet de réseau. Comment tu développes ton réseau, comment tu vas avoir ton network, les gens avec qui tu vas vouloir parler. Et donc, il faut absolument mettre des incitatifs pour que ce soit plus facile pour les gens, justement, de se partir en affaires. Fait que peut-être un jour, mais on n'en est pas là encore. Il reste encore du chemin à faire. OK, cool. Puis, dans le fond, le temps avance, puis c'est un point qu'on voulait, qui est un peu relié, parce que tu nous as dit tantôt que tu étais le bleuet au chocolat, dans le fond. Tout l'aspect Lac-Saint-Jean, ça, c'est un point qu'on trouve vraiment intéressant. Dans le fond, ta mère est originaire du Lac-Saint-Jean. Ouais. Puis, donc, j'imagine, tu l'as visité, tu as vécu peut-être une partie de ta vie là-bas, ou au moins passé quelques étés. Comment ça shape l'entrepreneur que tu es en ce moment, tout cet aspect bleuet là, qui est en toi? Là? Ah, oui, effectivement. J'y vais souvent. On a encore... le chalet familial est là, fait qu'à chaque été, j'y vais moins. Moi, en fait, j'ai passé tous mes étés là-bas quand j'étais jeune. Là. Ma mère était enseignante, fait que le 20... Quelle date on finit l'école? Genre le 21, 22 juin. Ouais, le 23, on embarquait dans l'auto, puis on s'en allait au chalet qui a été construit par mon grand-père, puis on revenait une semaine, même des fois 2 jours avant que l'école recommence. Fait que tous mes étés sur le bord de la plage, au lac. Puis évidemment, toutes mes Noëls, on allait toujours là-bas. Je pense qu'il y a peut-être une... Je suis vraiment content d'avoir vécu puis de continuer d'aller au Lac-Saint-Jean parce que ça fait voir l'autre côté du Québec, ça fait découvrir l'ensemble de la richesse. Là, puis en fait, je dirais que je suis même, l'année passée, étant donné qu'on ne pouvait pas sortir, j'ai fait comme 90% des Québécois, puis je suis allé me promener en Gaspésie. Puis j'ai découvert une région que là, je ne connaissais pas. Mais je trouve ça important, en fait, de sortir de Montréal, d'aller voir ailleurs, d'aller voir qu'est-ce qui se fait. Je pense que ça emmène
ben, ça emmène une perspective différente, là, tu sais. Fait que je suis super fier là, de ce côté-là, de ce côté-là de moi, de connaître le Lac-Saint-Jean. Ça me fait... Fait que je sais pas, c'est une question difficile, tu sais, en quoi est-ce que ça a fait de moi un entrepreneur différent? Ça, je te dirais que j'aurais de la difficulté à y répondre. Peut-être, par contre, un amour de la région, ça définitivement. Puis peut-être qu'au fil du temps, je te dirais, plus le temps avance, mais c'est vrai autant pour mon héritage haïtien que pour mon héritage québécois, c'est de plus en plus important pour moi de redonner puis d'avoir à cœur de protéger mes racines. Je te dirais que c'est davantage ça, tu sais. Moi, j'ai grandi avec ma mère, fait que je voyais mon père aux 2 semaines, mais j'ai été beaucoup moins proche de mon héritage haïtien. Puis au fil des années, à mesure aussi que je voyais ma fille grandir, je me suis dit, hey, faut pas que je perde ça. T'sais. Comment je peux faire pour me rapprocher, en fait, de la communauté, puis faire en sorte qu'elle ne va pas perdre ces racines-là quand, malheureusement, mon père ne sera plus là. Puis c'est la même chose pour le Lac-Saint-Jean. Plus le temps passe, plus je suis attaché à ces racines-là, puis que je me dis, hey, je veux pas perdre ça, je veux pas perdre cet héritage-là. Je veux que mes enfants soient capables, puis vivent la même chose, soient capables d'aller au chalet à chaque été, puis passer du temps sur la plage, puis c'est tellement différent quand t'es à l'extérieur de Montréal. Les enfants, ils se promènent, ils partent, ils s'en vont marcher, ils s'en vont jouer. Il y a un volet de liberté qui existe à l'extérieur de Montréal qu'on vit beaucoup moins, en fait, à Montréal puis dans la grande région métropolitaine. Oui, absolument. Peu importe où tu vas aller, il y a des autos, plein de dangers, tout ça, quand tu es au grand air en région. Ouais, et un autre truc aussi, c'est que j'ai trouvé ça vraiment puissant, et étant aussi de deuxième génération, c'est la culture aussi, comme d'où tu viens, exemple, moi, j'ai une culture marocaine, auquel que quand, par exemple, tu as ton adolescence ou ta jeune vie d'adulte, tu prends pas conscience, justement, que cette culture marocaine-là, qui est parfois un peu dans le back burner, à cause que tu es tellement dans la culture québécoise, mais quand tu es justement dans cette phase d'adulte où tu réalises que OK, non, mais ça, je ne veux pas la perdre. Ça, je suis fier de ces racines-là. Et c'est une forme de quête, parce que parfois, il y a beaucoup, justement, de personnes de deuxième génération, ils sont dans cette zone grise-là où ils ne sont pas assez québécois pour être québécois, ou pas assez, exemple, haïtiens ou marocains pour appartenir à cette communauté-là. Donc, cette phase-là où, quand tu es adulte, où tu prends conscience et tu es dans cette quête, justement, de retrouver ces racines-là, c'est beau. Puis en ce moment, je suis dans ce processus-là. Donc, le fait que tu me dis ça, que c'est à travers ta famille que tu as réalisé ça, ben, ça inspire quand même. Au final, c'est un peu un atout. Là, moi, j'ai des racines beaucoup plus lointaines, on s'entend, mais italiennes aussi. Puis, depuis que je suis tout petit, c'est quelque chose à quoi je me suis accroché. J'ai voulu apprendre l'italien, dont j'ai appris les bases, tout ça. Puis, je pense que ça fait de... Oui, il y a justement cette dualité-là qui est un petit peu difficile en dedans, mais une fois que tu l'acceptes, une fois que tu t'es avec, tu es bien avec, tu fais un avec, ça fait de toi Hamza. 100%. Hamza qu'on connaît. 100%. Puis, dans le fond, je pense que ça fait pas mal le tour des petites questions qu'on avait pour cette section-là, mais on voulait savoir un petit peu si on rentre dans du pain sur la planche, parce qu'il reste du travail. On commence à peine. Puis, les entrepreneurs le savent le mieux, parce que c'est eux qui font une grande partie du travail qui est à venir. Est-ce que tu vois certaines tendances? Tu parlais de, justement, changement climatique. Tu l'as dit avant même qu'on le pose, dans le fond, mais est-ce que tu vois d'autres tendances qui s'en viennent pour le Québec, où tu pourrais capitaliser avec Talsum ou autrement? Je pense que... effectivement, je pense que je trouve ça vraiment intéressant, la mobilisation qui est en train de se faire autour des changements climatiques, puis de penser à la place que les entreprises québécoises peuvent prendre dans ce nouvel écosystème-là qui va se créer. Ça, je trouve ça motivant, puis je trouve ça inspirant quelque part. Puis il y a évidemment toute la... Vient avec ça... l'apprentissage continu qu'on doit faire à vivre justement avec la technologie et faire en sorte, et essayer de faire en sorte qu'on ne va pas laisser de gens en arrière. On l'a vu un peu avec ce qui s'est passé aux États-Unis dans les 4 dernières années. Il y a des gens à travers
travers les années, en fait, qui sont laissés pour compte parce qu'on n'est pas capable de je veux absolument pas, de les accompagner à travers différents changements. Et donc, comment on peut faire pour, en tant que société, puis je pense que Talsum a une responsabilité là-dedans parce que c'est là-dedans qu'on œuvre, de faire en sorte qu'on ne va pas laisser des gens en marge à travers ces évolutions-là technologiques. Tu sais, pour moi, quand on parle de transformation numérique, puis quand on parle du rôle de Talsum, pour moi, c'est toujours de se dire, je veux pas créer, je veux faire en sorte d'assurer la pérennité des entreprises avec lesquelles on travaille, d'assurer des propulser vers le futur, mais ça veut aussi dire d'accompagner les gens. Ça veut dire de faire en sorte que les entreprises, où qu'elles soient, qu'elles soient à Montréal, qu'elles soient en Beauce, qu'elles soient au Lac-Saint-Jean ou à Gaspésie, vont être en mesure de créer des opportunités pour les générations à venir. Tu sais, je pense qu'il y a une belle opportunité qu'on a en ce moment. C'est une certaine... C'est une dualité, hein, tu sais, parce que dans le fond, il y a une ouverture des frontières, puis en même temps, il y a une prise de conscience que les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement doivent être peut-être un petit peu plus courtes pour sécuriser finalement la production. Mais comment on est capable de dealer avec cette dualité-là et faire en sorte que les régions vont être plus fortes parce que et de continuer à créer des opportunités, tu sais, pour pas que des régions meurent, tu sais, comme quand je disais, je suis allé en Gaspésie, sur la Côte-Nord, ben comment on peut faire pour essayer de créer une société qui on va être capable de couvrir l'ensemble d'une manière, je pense, responsable, mais de couvrir l'ensemble de notre territoire, puis de faire en sorte qu'il va continuer à y avoir des opportunités pour les gens qui sont dans ces régions-là, puis peut-être même pour du monde qui vont dire, hey, tu sais, il y a un certain exode en ce moment là, par rapport au télétravail. Ça, c'est un autre sujet de discussion, là, mais tu sais, peut-être des gens qui vont dire, ben moi, hey, je vais aller travailler sur la Côte-Nord parce qu'il y a des opportunités pour moi, pour ma génération, puis pour la génération qui vont nous suivre. Tu sais. Comment on peut avoir une vision un petit peu plus holistique de ce pourquoi on travaille et ce pourquoi on travaille et ce pourquoi on vit finalement. Mais justement, le gouvernement du Québec notamment, exemple, Investissement Québec, Montréal National, font un énorme effort justement à ce que le Québec devienne un pôle technologique à travers le monde et justement d'attirer plein d'entreprises émergentes ou même d'accompagner les entreprises d'ici à ce que justement à créer des nouvelles jobs en lien avec la technologie partout à travers le Québec. Donc pour toi justement qui travaille dans un secteur extrêmement compétitif, exemple avec Accenture, avec Deloitte, notamment qui sont très spécialisés par rapport à ça, comment tu vois Talsum et le Québec en général se positionner par rapport à la transformation numérique, encore plus au Québec qui se passera pour les prochaines années? Si je peux rajouter aussi, Deloitte ont récemment vendu une section énorme d'Audi à un compétiteur en région de Montréal. Puis ils étaient auparavant connus justement pour leur Audi, tout ça. Puis ils s'en vont de plus en plus vers des services de transformation Ouais, numérique. parce qu'ils se focus sur Omnia AI, je pense, si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça leur offre de service, le Omnia. Ben, il y a différentes offres de services en c'est ça. transformation numérique. Omnia c'en est une. Effectivement, ils se sont départis de tout leur volet comptable à l'extérieur de la région, en région pour focusser leurs efforts en transformation numérique puis dans le volet consulting. Effectivement, c'est des bons compétiteurs à nous de là être autant au niveau pour le talent que pour les clients. Mais on s'aime bien. Je connais quand même des partenaires là-bas, puis on se tire la pipe à l'occasion. Mais à la question, ben, je pense que c'est là, je pense, la force de l'écosystème. Tu sais. Puis je pense que il faut... L'idée n'est pas de créer... L'idée n'est pas d'être protectionniste. L'idée n'est pas de fermer nos frontières à la compétition externe. Je pense que c'est tout le contraire. Parce que, évidemment, c'est en compétitionnant qu'on devient meilleur. Par contre, comment on peut développer, tout le monde ensemble, une mentalité de conquérant et faire en sorte qu'on va réellement se voir comme étant partie d'un écosystème et que les organisations du Québec vont s'entraider les unes les autres. Et si on est capable de... On parle d'économie circulaire, mais si on est capable de créer un genre de cercle vertueux des investissements qui se font. Donc, c'est-à-dire de reconnaître que quand le gouvernement investit dans une organisation locale, si cette organisation locale-là utilise des entreprises à propriété locale
pour faire ces développements, ben il y a une circularité de l'investissement qui fait en sorte que chacun des maillons de la chaîne devient plus fort. Et après ça, tout le monde ensemble, on développe des expertises qu'on est capable d'aller vendre ailleurs. Dans le fond, c'est ça le but, tu sais. Comment on peut tous se rendre plus forts, tous développer des portfolios, que ce soit des produits, que ce soit des services, qui après ça, on va être capable d'aller offrir au reste, au reste de la planète. Puis ensuite de ça, ben, de ramener cette richesse-là qui va être, oui, tangible, monétaire, mais aussi intangible en tant que connaissance, puis qui ensuite de ça, on va être capable de réinjecter dans nos entreprises, dans notre économie pour la rendre encore plus forte. Je pense que c'est ça c'est ça, je pense qu'on est en train de réaliser collectivement qu'on a le pouvoir de faire. Donc, si on est capable de continuer dans cette veine-là, au sortir de la crise qui a été peut-être un élément déclencheur à cette prise de conscience-là, ben on ne s'en portera que mieux dans les 5, 10, 15 prochaines années. Définitivement. Donc, en bref, tout seul, on peut aller vite. Ensemble, on peut aller loin. Clairement. Wow. Puis ensemble, on peut probablement aller plus vite aussi. Ouais, on peut probablement aller plus vite, plus loin. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on réalise. T'sais. Si on se fait confiance les uns les autres, puis qu'on dit « Hey, on va tous se rendre dans cette direction-là », c'est fou à quel point ça va être incroyable de voir ce qu'on est capable de réaliser. Wow. Plus vite, plus loin. Ça, c'est la phrase, c'est le titre de l'épisode. Voilà, on l'a right there. Ben, je pense que c'est pas mal le moment pitch time. Ouais, donc c'est toujours un classique, évidemment. Tu sais que le balado est enregistré façon audio, mais aussi vidéo. Et tu as une caméra qui est juste devant toi. Alors, tu as ton 30 secondes de gloire, ou on peut suivre Talsum, ou on peut suivre Olivier Laquinte. Et surtout, qu'est-ce qui s'en vient? La caméra est à toi. OK. Ben, on peut suivre Talsum. Je pense que la meilleure manière de suivre Talsum, c'est beaucoup à travers LinkedIn. On essaie d'être très, très, très présent, surtout ces temps-ci. Puis je pense que c'est plus important de suivre Talsum que de suivre, que de suivre Olivier Laquinte. Je le dis souvent à mon équipe. Souvent, c'est moi qu'on voit, mais en fait, quand on me voit moi, c'est le reflet du travail que l'ensemble de l'équipe fait au jour le jour. Je pense qu'il y a des super belles choses qui s'en viennent pour Talsum. J'ai parlé un petit peu là, de ma vision qui est de propulser les organisations vers le futur, de faire en sorte que on va remplir notre devoir en tant que firme de consultation, de faire en sorte que les entreprises vont être pérennes, vont être encore là dans 5 ans et dans 10 ans et dans 15 ans, et surtout dans le contexte dans lequel on vit, vont se développer dans le respect de la société puis dans le respect de la planète. La technologie est un fort outil pour y arriver, est un levier important qu'on va aider nos clients à maîtriser. Bien dit. Très bien dit. On n'en peut pas faire mieux. Ben, super. Ben, dans le fond, je pense que c'est à notre tour aussi de parler de Né pour un gros pain où on peut nous trouver. Ouais, je m'en occupe. Ben oui, vas-y. Ouais. Donc, Né pour un gros pain, vous pouvez suivre évidemment sur tous les réseaux. Aussi, comme Talsum, notre outil de prédilection, c'est LinkedIn, parce que vous allez avoir toutes les informations sur nos communications, mais aussi sur différents types de contenus qui s'en viennent très bientôt. On a aussi d'autres plateformes qui s'en viennent sous peu, auxquelles vous allez voir plus d'informations. Mais sinon, n'hésitez pas à partager vos questions, vos commentaires, vos opinions. Si vous voulez, exemple, une question en particulier que suite à la discussion qu'on a eue aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter. Peut-être que, qui sait, on pourra continuer la conversation encore plus loin. Ben, je pense que ça conclut l'épisode. Donc, merci Olivier d'avoir été parmi nous. Ben, merci à vous de m'avoir reçu. C'était vraiment super le fun. C'est le fun de pouvoir jaser en vrai. Ouais. Ces temps-ci, ça nous arrive pas souvent. Fait que, mais vraiment super. Je suis vraiment honoré de l'invitation. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça super cool. Qu'est-ce que vous faites? C'est super inspirant. Fait que continuez dans cette direction-là. Ça fait plaisir. Ça means a lot. Mais nous aussi, on a vraiment été honorés qu'ils t'ont t'accueillir. Vraiment, énorme merci. Merci Hamza. Puis, merci. Et ben non, ça conclut. on passe à prochain épisode dans 2 semaines. Yes. Ciao. Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du balado Né pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.